Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Bienvenue à l'École de la vie. C'est avec grande joie que je vous parle du Cool Club à Granby en compagnie d'une invitée que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir. Je la suis depuis quelques années sur Instagram. Son petit handle, c'est Karine CA. J'ai pensé qu'elle était peut-être une comptable agréée, mais elle fait d'autres choses extraordinaires. Elle est, entre autres, journaliste. Elle est aussi prof au cégep. Elle est mère. Mais ça, c'est tous des rôles. Son action principale, c'est de raconter des histoires. Et elle raconte une histoire vraiment intéressante dans ce tout nouveau livre « Port d'attache, osons révolutionner nos amitiés », qui est un essai sur l'amitié, un essai extrêmement fouillé, un sujet tellement riche. Tu sais, des fois, on dit on va parler d'amitié, mais on est comme, de quoi on va parler concrètement? Là, tout le monde a ça, des amis, là. C'est comme all is good. Mais non, il y a vraiment plusieurs niveaux dans ce livre-là. Et j'étais vraiment contente de voir que ça existait, Port d'attache, quand je suis tombée sur ce livre-là, quand j'ai commencé la lecture, parce que j'avais des frissons, j'ai tout surligné dans le livre, puis je me suis calmée le surligneur vers fluo, parce que je me sentais finalement... C'est comme si quelqu'un arrivait à mettre des mots sur mon ressenti, c'est-à-dire que je vivais une insatisfaction au niveau de mes amitiés, pas parce que mes amies n'étaient pas assez bonnes, mais parce qu'il y avait quelque chose dans ma façon d'être en lien avec les autres qui me rendait insatisfaite et un peu loser, secrètement de mon côté. Mais là, de lire le livre de Karine Côté-Andretti, ça a tout réconcilié, ça a fait émerger plein de choses, puis je suis super excitée d'en parler avec vous aujourd'hui. Karine, merci d'être là. Ah, merci de l'invitation. Parler de l'amitié, c'est... ben là, toi, t'es rendu à l'aise, là, mais j'avoue que c'est quelque chose qui me rend un peu gênée. C'est comme si, je sais pas, on prenait pour acquis qu'on était bons là-dedans, les humains, à être en amitié, avoir des amis, mais la constatation que tu fais dans le livre, puis que je pense qu'on fait aussi un peu de façon individuelle, c'est que à l'âge adulte, une fois qu'on a trouvé peut-être une relation de couple, une fois qu'on fonde nos familles, ou peu importe, quand on rentre dans notre carrière, tu sais, la trentaine, mettons, quand on ouvre cette grande porte de cette décennie, tranquillement, les amitiés s'effritent. On a une autre façon tu sais, alors on tripe sur nos amis, là, quand on est dans la vingtaine puis dans l'adolescence, là, les amitiés prennent de moins en moins de place, puis là, il y a quelque chose qui se transforme là-dedans. Et là, toi, dans ce livre-là, tu t'es dit... on va parler de ça. On va ouvrir ce sujet-là, puis je trouve ça vraiment beau. Puis je me demande, ça a été quoi ton moteur, personnellement? Est-ce que c'est un peu comme l'histoire que plein de gens ont traversé la trentaine, on voit qu'on a moins d'amis? Tu sais, ça a été quoi le moteur pour te dire, hey, moi, je vais m'asseoir pendant de nombreuses heures, sur plusieurs années, pour écrire un livre sur l'amitié? Oui, hein? Gros projet ambitieux, mais ça a été un exercice de vulnérabilité de niveau olympique. Il y a vraiment beaucoup de moi, puis ça part vraiment d'un ressenti très intime. C'est l'insatisfaction que tu parlais dans l'introduction, je la ressentais. Puis j'avais vraiment peur d'en parler parce que justement, la solitude, elle aurait besoin d'une campagne de relations publiques parce que dire qu'on se sent seul, c'est comme dire qu'on a de mauvaises compétences sociales, qu'on est trop, qu'on n'est pas assez... Je vais-tu avoir la loser de mentionner ça? Puis je vais-tu faire de la peine aux gens qui m'entourent aussi? Il y avait comme cette espèce de frein, là, à en parler, en fait. Il y avait plein de choses qui m'empêchaient d'en parler. Bien, j'imagine, tu sais, si tu dis « Ah, je suis insatisfaite avec... » J'avais pas pensé, mais de dire publiquement que tu es insatisfaite un peu de tes relations amicales, ben là, les gens qui sont tes amis sont comme, ben là, qu'est-ce qu'on a fait qui marche pas? Et puis même avant que le livre sorte, j'ai dit à mes amis, je fais, là, la première phrase du livre, presque, c'est que je suis insatisfaite de mes amitiés, mais vous allez voir, j'explique tout ça. J'avais tellement peur qu'elles pensent, justement, mais justement, j'écris ce livre-là parce que je les aime tellement, puis j'ai tellement envie que nos relations s'approfondissent puis prennent plus de place dans ma vie. Mais au départ, tout ça, je l'avais pas encore tout à fait compris. Donc, moi, je vivais juste une grande solitude. Ça a beaucoup commencé, évidemment, comme plusieurs personnes, je pense, par la maternité, la parentalité. Je pensais que tu allais dire la pandémie. On dirait que je m'attendais à entendre ça. Mais non, la maternité, c'est vrai. La pandémie, moi, ça a été un catalyseur. Ça a vraiment accéléré ma réflexion. OK. Puis ça a été le cas pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'études qui démontrent, en fait, que lors d'un grand...
événement ça peut être un événement climatique extrême ou comme une pandémie, les gens vont souvent se mettre en mode réflexion, ils vont en profiter pour faire le ménage. On fait le ménage de nos vies. Qui est-ce qu'on veut qu'il reste? Qui est-ce qu'on réalise qu'on n'est plus à la même place, que c'est le temps que nos chemins se séparent? Ça, c'est le cas pour plusieurs personnes, puis c'est commun dans des événements extrêmes que ça se passe. Fait que moi, ça a vraiment été ça au niveau de la pandémie pour moi. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que je voulais vraiment beaucoup, beaucoup d'amitié dans ma vie, mais je faisais pas de place à ça. Puis, tu sais, j'ai comme réalisé qu'en plus de travailler, d'être une mère, j'avais tout le temps un projet. J'avais un projet de vie à côté, on the side, dans lequel il fallait que je m'accomplisse, avec lequel je me valorisais beaucoup. Puis, je me suis demandé, mais pourquoi nos projets de vie, c'est pas juste d'être en relation, d'avoir des amis, créer un village? C'est un investissement dans mon bien-être quand même. Je peux aussi me valoriser, découvrir beaucoup sur moi dans mes relations, puis tout ça. Puis quand c'est vrai, c'est comme, maintenant que tu le nommes, c'est comme si c'était pas vu comme comme une mesure de succès ou de vie remplie ou, tu sais, de vie satisfaisante. Non, c'est ça, parce qu'évidemment, sous le système sur lequel on vit, où est-ce qu'on nous dit, pour que tu aies de l'importance, pour que ce que tu fais ait de l'importance, il faut que ce soit productif, tu dois performer, tu dois consommer. Donc, pour moi, de me dire aussi, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans le fait de me dire, ben non, c'est fini. Moi, dans la vie, je vais entretenir mes amitiés, puis je vais exister avec d'autres personnes. Puis je trouve que c'est révolutionnaire de dire ça. Oui, c'est un peu punk. Exactement. Moi, le nous comme outil de résistance puis de révolution, j'y crois tellement, mais ça part par les personnes proches de nous, tu sais. Donc, tout ça, ça a été des concepts, ça m'a mené vraiment à plein d'endroits différents, là. Donc, évidemment, il y a pourquoi c'est si difficile de créer, d'entretenir des amitiés à l'âge adulte. Pourquoi c'est pas abordé avec sérieux. Pourquoi on fait juste envoyer des mimes en se disant comme « tu sais, la vie à l'âge adulte, c'est juste de s'écrire qu'on s'ennuie puis qu'on va se voir, mais ça arrive jamais. » C'est une tragédie, c'est une catastrophe non naturelle parce que tantôt tu disais on prend pour acquis que tout le monde a des amis, mais c'est vrai qu'on devrait tenir ça pour acquis. C'est normal d'être vivre ensemble, c'est normal de ne pas être seul, mais on est sur un système qui nous isole beaucoup, qui nous individualise, donc c'est difficile quand même. On a plein de choses dans les roues au niveau politique, mais aussi au niveau psychologique. Ça peut être des blessures d'attachement, ça peut être des codes qui sont dans le chemin. On hiérarchise beaucoup les relations. Il n'y a pas vraiment de code de dating, d'amitié comme il y en a dans les relations de couple. Il y a le manque d'outils et de ressources qu'on a aussi. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là que j'ai eu envie d'explorer avec sérieux et rigueur pour démontrer justement que c'est pas une fatalité à laquelle on doit se résigner. Je pense qu'il y a moyen de vivre autrement, puis surtout, qu'est-ce qu'on gagnerait si on le faisait? Ouais, puis allons-y dans, justement, qu'est-ce qui est important? Pourquoi l'amitié, ça a une valeur? Pourquoi c'est important dans l'existence humaine? Puis que c'est pas juste quelque chose que, justement, on doit se résigner puis faire, ben garde, on travaille, on est occupé, on a une famille, puis garde, les amis, ben ils passeront en dernier. Tu sais, comme, pourquoi est-ce que l'amitié, ça a cette valeur-là? Qu'est-ce que ça apporte dans une vie humaine? Tu sais, il y a plein d'études, mais tu sais, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te demande ça? Parce qu'on le sait, on est comme, ben c'est le fun d'avoir des amis. Oui, mais au-delà, tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce que ça apporte? Ben, si on revient vraiment à la base, il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui affirment que le besoin d'être en communauté, d'être avec d'autres personnes est plus fort encore que les autres besoins de base. Parce que quand on remonte dans le temps qu'on chassait le mammouth, si tu étais tout seul pour chasser le mammouth, ben tu mourrais. Il fallait être ensemble. Être ensemble te permettait de combler tes autres besoins de base. Puis ça, c'est imprégné dans notre ADN. Selon Vivek Murthy, en fait, qui a été le directeur de santé publique sous Obama, il a écrit un livre, c'est parti d'un article qui a été publié dans la revue de Harvard, où est-ce qu'il décrit qu'on vit une épidémie de solitude. Ouais. Puis selon lui, c'est lié vraiment à la hausse de criminalité, hausse du taux de suicide, les troubles de santé mentale, etc. Donc, il lie vraiment tout à cette solitude-là. Puis lui, il affirme justement que le stress lié à la solitude est imprégné dans notre ADN. Puis c'est pour ça que quand on se sent seul, on va poser des actions qui vont nous lier aux autres. On va appeler nos parents, on va sortir dans un troisième lieu, dans un lieu commun où on peut rencontrer des gens. On va essayer vraiment d'aller chercher les autres. Sauf que en étant dans une société plus individualiste, on n'a pas le temps, où est-ce que, on court vite, tout ça, ce stress-là prend de plus en plus de place parce qu'on peut pas combler ce besoin-là, en fait. Donc, déjà, à la base, le besoin d'être ensemble, c'est la chose la plus naturelle qu'il y a pour l'être humain. On est fait pour vivre ensemble. Ouais. Mais
ça a aussi beaucoup de bienfaits au niveau de la santé physique. Bon, les études, là, elles sont extrêmement nombreuses sur les bienfaits qu'on a d'avoir, pas juste en relation de couple, d'avoir des amis avec nous. Au niveau du système immunitaire, des rémissions de cancer. Oui, j'avais vu même à l'hôpital, justement, des gens, justement, de rémission, de chirurgie, même le fait d'être accompagné, d'avoir un ou une amie à côté de nous, quelqu'un qui partage cette expérience-là avec nous, ça changeait vraiment les données. Oui, puis au niveau aussi de... T'es même pas obligé d'être avec la personne. Il y a eu une étude, là, que c'était des personnes qui étaient comme dans une pièce fermée avec un rhinovirus. Puis les personnes qui vivaient pas de solitude, ça veut dire qu'ils n'étaient pas nécessairement avec leurs amis, là, mais que dans leur vie étaient entourés, l'attrapaient moins. Comme le système immunitaire se voyait bonifié. Il y a beaucoup de... la nomenclature décrit beaucoup le fait d'avoir des relations profondes et significatives comme une espèce de vaccin. Ah ouais, en fait, à ce point-là. Vraiment, qui va nous protéger contre les maladies. Donc, on pense beaucoup à la santé mentale parce qu'évidemment, avoir des liens profonds et significatifs aussi, c'est associé à être moins... à des facteurs de protection au niveau quand on est dans des situations socio-économiques précaires, par exemple. Donc, ça a été beaucoup étudié sur les enfants. Le fait d'avoir des amis en étant enfant, ça peut vraiment être un facteur de protection en vieillissant, même s'il vient d'un milieu socio-économique précaire. Évidemment, ça donne un sens dans notre vie. On se sent aimé, on a plus d'estime de soi, mais on oublie souvent aussi le facteur physique. C'est le déterminant, en fait, se sentir seul ou pas être seul, là, mais se sentir seul ou pas, c'est ce qui va le plus déterminer la longévité au-delà même des habitudes de vie. Oui, j'avais lu même quelque part que c'était plus néfaste pour la santé de ressentir de la solitude que de fumer la cigarette, ou en tout cas équivalent, là, dans les mêmes eaux. Là. Quand j'ai lu ça, je vais ben voyons donc. Oui, ça a été une très, très longue étude. Puis c'est vrai parce que j'ai rencontré une chercheure qui s'appelle Andréane Cormier. Puis elle s'intéresse à la responsabilité étatique dans nos relations. Donc, en gros, est-ce que l'État a une responsabilité de nous offrir les outils, les ressources pour entretenir et créer des amitiés? Puis elle m'a parlé de cette étude-là en me disant justement que ce qu'elle pense qu'elle s'est passé, puis elle me le disait, c'est à titre de femme féministe que je te dis ça, pas à titre de chercheur, mais elle a l'impression que parce qu'il n'y avait aucune femme d'impliquée dans l'étude, parce que ça, c'est une étude qui s'est comme étendue sur 20 ans, que c'était pas le résultat a surpris tout le monde. Comme tout le monde est tombé en bas de sa chaise, puis elle m'a dit, moi, je suis certaine qu'il y avait une femme dans cette étude-là, elle ne serait pas tombée en bas de sa chaise. On dirait que c'est des préoccupations plus... Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait ce sentiment-là. Puis la philosophie fait partie des sciences sociales. Évidemment, on est en retard beaucoup dans la parité, mais il y a de plus en plus de femmes, aussi de personnes queer qui s'intéressent à ces sujets-là, qui sont plus relationnels. Donc là, on commence vraiment à dénoter l'importance de ta relation, mais au départ, c'était comme une conclusion hyper étonnante. Mm-hmm. Comme, oh mon Dieu, pour être en santé, il faut être en relation. Mais maintenant, on dirait qu'on s'en étonne plus. Et malgré ce qu'on s'en étonne plus et qu'on le sait, ça reste compliqué. Oui, ben ça reste compliqué, c'est ça. Ben, tu le dis très bien, ça a été un domaine peut-être un petit peu plus associé à l'expérience féminine. Sinon, on dirait qu'entrer en lien, c'est quelque chose d'un petit peu plus, je mets des gros guillemets là-dessus, là, mais naturel. Puis j'avais lu aussi, puis je pense que tu en parles dans le livre aussi, la fameuse étude de Harvard là, sur, je sais pas là, combien de décennies, où ils suivaient des petits garçons. Puis justement, il y avait la conclusion de tout ça, c'était que la vie remplie, ou en tout cas le sentiment de bonheur, peu importe, c'était étroitement lié. Le plus grand facteur, c'était la qualité des liens humains, puis tu sais, la profondeur de ces liens-là. Mm-hmm. Mais moi aussi, quand j'avais lu cette étude-là, bon, j'étais surprise et tout. Puis là, après ça, je fais, ouais, mais ils ont juste suivi des petits gars. Oui, mais c'est vrai, puis c'est tellement associé à la socialisation genrée. Justement, on disait que c'est des habitudes plus féminines, on met des guillemets, mais non, on est socialisé comme ça. Ouais. On est socialisé quand on est femme pour avoir des discussions face à face, tandis que les hommes sont côte à côte. On fait des activités ensemble, c'est comme ça qu'on est ensemble. Tandis que nous, on se parle. C'est encourager la vulnérabilité, la sensibilité. C'est des caractéristiques qui sont encouragées dès notre très jeune âge. Mm-hmm. Que ça l'est pas chez les hommes. Fait, en effet, c'est pas impertinent là, de dire que les personnes qui sont intéressées à ça se sont intéressées à ça d'un point de vue... Justement, avec des hommes, c'est pas la même chose non plus. Là. Ils n'entrent pas en relation de la même façon. Puis justement, j'en parle, j'ai un chapitre complet sur l'amitié au masculin parce que les personnes qui ont le plus de difficultés avec leurs amitiés, c'est les hommes hétérosexuels. Ah ouais? Donc, ouais. Pourquoi? La réponse courte, c'est la masculinité toxique, mais beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à l'entendre, ça, parce que j'ai rencontré
beaucoup d'hommes pour me parler de leurs amitiés. Et à chaque fois, on dirait qu'ils me parlaient de « Oui, l'amitié, c'est important, puis ça prend la place dans ma vie, puis je veux... on se parle de sujets sérieux entre amis et tout ça. Puis je disais « Ah, mais la masculinité toxique dans tout ça, comment ça l'interfère? » Évidemment, avec des questions moins directes que ça. Là, c'était une belle conversation. Mais la majorité des personnes me disaient « Oui, ça existe, la masculinité toxique. C'est vrai, c'est difficile. Mais non, moi, ça ne m'affecte pas. Moi, ça ne me concerne pas. » Donc, il y a quelque chose de très comme si c'était un reproche, quand en fait, c'est tout un système qui fait en sorte que les hommes sont socialisés d'une certaine façon pour rentrer vraiment dans des cases, que être un homme, c'est ça, puis si jamais tu diverges de ça, ben c'est à tes risques et périls. Un petit peu, là, c'est très... On s'expose à beaucoup quand on diverge du modèle de la masculinité. Puis de comment entrer en lien quand on est deux hommes hétérosexuels ensemble. Oui. Puis, il y a des études qui démontrent qu'en amitié, la majorité des hommes hétérosexuels, ils recherchent de la proximité. Ça m'a vraiment étonnée quand j'ai lu ça. Il y a cette espèce de craving-là pour la proximité physique en amitié. Mais ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, j'ai pensé par après, en fait, est-ce que c'est pour ça les espèces de petites tapes ses fesses dans le sport, puis ces espèces de contacts physiques-là qu'on a instaurés à la blague? Mais est-ce que c'est une raison pour se toucher? Est-ce que c'est une raison pour comme vivre de l'intimité autrement? La petite bine sur l'épaule. C'est ça. Qui sait, tu sais... On se tiraille beaucoup aussi. Oui. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là, peut-être, à explorer? Je sais pas. J'y ai pensé par après, mais je me le suis vraiment demandé parce que, tu sais, moi, j'ai un chum qui est très près physiquement de ses amis. Là. Ils se donnent beaucoup de câlins, puis tout ça, puis je trouve ça beau. Puis je me suis demandé, c'était-tu la norme autour de moi, tu sais? Parce que quand même, quand il va pas bien, il va voir ses amis, puis il s'en va comme jouer au badminton, il s'en va faire une activité. Puis j'ai comme, tu sais, t'aurais-tu besoin juste d'un câlin des fois? Tu sais, pourquoi c'est juste quand il y a de l'alcool dans la situation que cette proximité physique-là est plus facile? Donc, les inhibitions tombent, puis là, on ose aller vers cette intimité physique-là qui est encore énormément associée au couple. Ouais. Bien, parlons-en justement de cette hiérarchisation-là des relations humaines, si je peux dire. Tu sais, c'est dans le livre, t'en parles, puis je pense qu'on peut... Tu sais, tu fais juste en parler, puis on est comme, ben oui, évidemment. Le couple a comme pris la place centrale dans nos relations. C'est comme si on mettait ça sur le top, là, avec la famille. Puis les amitiés, c'est comme un sous-produit, une relique de notre adolescence, j'ai presque envie de dire, là, tu sais. C'est comme si on a largement étudié le couple. On a des codes qui sont clairs pour le couple. Mais pour l'amitié... Bon, on sait pas trop. Puis ce que j'aime dans Port d'attache, c'est que tu explores l'amitié, on dirait, au même niveau d'importance que les relations de couple. Tu sais, tu leur donnes tout autant de pertinence puis de sérieux. Puis aussi de se dire, mais OK, mais jusqu'où on peut aller dans nos relations amicales? Tu sais, ça peut être... Justement, je pense juste à un exemple de filles qui choisissent de materner, d'avoir un enfant ensemble, ou tu sais, d'amis qui choisissent d'acheter une maison ensemble. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on a cloisonné puis mis des petites limites autour de l'amitié puis qu'on a fait... Non, ça, c'est supposé être le couple. Le couple, c'est avec cette personne-là que tu achètes une maison, que tu fais des enfants, que tu procrées, tu crées une famille. Mais c'est vrai, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on se limite à ces codes-là, tu sais? Ben, je sais pas. Ça nous vient d'où? Peut-être un peu de relent. Je sais vraiment pas. Mais tu sais, il y a vraiment un modèle de famille nucléaire qui est là, mais qui tranquillement se déconstruit quand même. Tu sais, il y a le modèle de la famille choisie qui est émergé de la communauté queer, mais qui, je pense, s'extrapole, que beaucoup de personnes s'identifient à ça. Puis je pense qu'on est rendu justement à proposer des alternatives et des solutions pour les personnes qui vivent aujourd'hui dans notre société. Là. Puis les personnes qui vivent aujourd'hui dans notre société ne veulent pas nécessairement avoir d'enfants, ne veulent pas nécessairement être en couple, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des personnes significatives dans leur vie. Et pourquoi ces personnes-là? Tu sais, en anglais, il y a le terme « significant other ». Notre personne, ça peut être des amis, mais justement, pourquoi les assurances qu'on peut partager, là, c'est juste comme avec une personne dans notre couple? C'est même pas comme avec notre frère ou notre sœur, c'est même pas avec personne. On peut pas partager ça avec nos amis, même si on a une maison avec eux. Je me demande même si on a un enfant avec eux. Ça, évidemment, c'est une proposition audacieuse, mais en fait, je me suis fait beaucoup dire que c'est une proposition audacieuse, mais pour moi, ça fait quand même beaucoup de sens. On joue un peu à la chaise musicale dans nos relations amoureuses, j'ai l'impression. Les personnes se datent, puis pour les personnes qui veulent des enfants, quand l'horloge biologique sonne, ils s'assoient sur la chaise la plus près. OK, mais ça va être ça. Ça va être avec toi, je vais avoir des enfants. Peu importe. Puis je suis pas en train de dire que même si ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on peut pas avoir une relation profonde. C'est pas ça qui détermine la profondeur d'une relation. Mais quand même,
dans ta vie, tu as quand même des personnes, peut-être, avec un attachement super sécurisant, des amis avec qui tu as développé une histoire, en qui la confiance, elle est là, le caring est là. Pourquoi cette personne-là est même pas considérée pour faire une famille, mais que la personne que tu viens peut-être de rencontrer, c'est comme si on se disait, si tu veux une famille, il faut que tu sois en couple. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça fait pas tant de sens quand on prend le temps de réfléchir à ça. Oui, tu as raison. Je pense juste à mes amitiés, des gens qui m'ont vu à différentes époques de ma vie, qui m'ont suivi, qui m'ont accompagnée dans des moments difficiles, qui me connaissent vraiment bien depuis des années, alors que j'ai traversé de nombreuses peines d'amour, qu'il y a eu différentes relations de couple à travers ça. Puis évidemment, tu as raison. Après ça, sonne l'horloge biologique, le début de la trentaine pour ma part. Puis là, c'est la personne de circonstance dans ce moment-ci de ma vie qui est assignée à la position de personne avec qui je vais cofonder une famille. Exactement. Oui, puis je dis pas que ça... Il y a bien des familles qui perdurent et que c'est sain et on est comblé par cette relation-là, mais j'ose dire qu'il y aurait peut-être moins de familles brisées si les gens faisaient des enfants avec des amis. C'est sûr qu'il y a un petit côté logistique, là, biologique qui est oui, un mais petit peu plus compliqué. Oui, mais encore. Mais tu sais, juste les familles séparées, ça fonctionne bien. Évidemment, il y a comme un... Justement, c'est un peu tout le temps... Même, là, je m'égare un peu, mais dans les personnes qui se séparent, j'entends beaucoup l'espèce de deuil d'idéal. Ouais. Pourquoi c'est ça, l'idéal? Tu sais, il y a d'autres modèles qui peuvent fonctionner si on se donnait l'espace de les explorer. Il y a quand même quelque chose. C'est quelque chose décider de faire un enfant avec une personne. Ouais. Fait que je me pose la question très... Cet essai-là servi à ça. Je propose des choses peut-être audacieuses, mais je me pose des questions. Fait que cette question-là, je me la suis posée. Mais justement aussi pour démontrer que... Pour démontrer un petit peu... à quel point ça faisait pas tant de sens de hiérarchiser les relations comme ça. Puis ça a même été démontré que les relations d'amitié sont après les relations avec nos collègues de travail. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vraiment en bas de la liste, là. C'est comme, garde, s'il me reste des petites miettes de temps, là, ça va peut-être être ça. Mais c'est vrai parce que les gens avec qui on passe le plus de temps entre 20 et 60 ans, là, notre âge dans la force du travail, j'allais dire des forces de l'ordre, dans la force du travail, ça va être nos collègues de travail. Donc, bien sûr, il y a des amitiés qui peuvent se créer à travers ça, mais qu'on considère que nos collègues de travail sont plus importants ou c'est qu'on fait plus de place à nos collègues de travail? C'est quoi la... Il y a plus de place qui est créée. Qui est créée pour les collègues de travail. Mais je veux dire, comme on va aller à des 5 à 7 avec nos collègues de travail, mais on va-tu prendre le temps de faire ces 2 heures-là, ce que tu aurais pu consacrer à une autre personne? Puis pourquoi c'est justement, mettons, moi je vois ça puis je me dis, c'est bien correct, les collègues de travail aussi, mais pourquoi cultiver les amitiés? Pourquoi investir dans cette relation-là qui est probablement une relation qui est un peu plus sur le long terme? Tu sais, qu'est-ce que ça donne de mettre de l'importance? Puis il y a une partie de moi qui le sait, mais on dirait que j'ai envie de t'entendre sur le sujet, tu sais, de dire, qu'est-ce que ça donne, puis pourquoi on prend un peu nos amis pour acquis? Parce que c'est ça aussi, on se dit, ils vont être indulgents vers nous, ils m'aiment de façon inconditionnelle, mes amis. Fait que même si je ghost certains projets, même si j'annule à la dernière minute, c'est les gens, s'il y a bien des gens dans la vie qui comprennent, ce sont mes amis, puis ils ne vont pas m'en tenir rigueur. Mais comment ça se fait qu'on se traite comme ça en amitié? Mais je pense qu'il y a un manque de code et de structure. Ouais. Et aussi peut-être la particularité de la relation amicale. Moi, je compare ça à un élastique qui peut s'étirer vraiment, vraiment beaucoup sans casser. C'est aussi la seule relation qu'on peut ne pas avoir de contact pendant des années. Puis les personnes... En fait, ça a même été... Il y a une étude aux États-Unis qui a été faite et on demandait des personnes... on questionnait les personnes au sujet de leur amitié. Puis les personnes disaient comme « Ah oui, moi, mes amis... » Puis ils parlaient d'une personne, d'une amie, mais ils n'avaient pas parlé depuis 2 ans. Là. Mais c'était encore considéré comme « Oui, c'est un de mes meilleurs amis. » Puis... Fait qu'il y a cette espèce, justement, de... C'est quelque chose qui, pour moi, fait sa force à l'amitié, mais qui la fragilise en même temps. Ouais. Donc, en effet, il y a cette espèce de code-là qui fait en sorte qu'on relève peut-être ça au dernier plan, mais on n'a pas les... Tu sais, tantôt, je parlais du fait que c'était très politique pour moi, là. On peut pas passer à côté du fait qu'on n'a pas tous les mêmes privilèges d'entretenir. Tu sais, ça a été un des premiers constats que j'ai fait. Il y a plein de choses qui sont dans le chemin de nos amitiés. Ça peut être notre type d'attachement. Les personnes qui vivent des traumatismes historiques, là, ils ont des attachements des fois non sécurisants qui peuvent vraiment résulter en des blessures relationnelles qui nous empêchent d'être en contact
avec les autres d'entretenir ça, puis on va fuir, ou etc. Ça peut aussi être des barrières de la langue, ça peut aussi être, quelqu'un qui est en insécurité alimentaire, il faut qu'il travaille plus, il est stressé, il est pressurisé, des troubles de santé mentale, les personnes neurodivergentes, les handicaps, les maladies chroniques, bref, il y a tellement de choses qui peuvent être dans le chemin, on n'a pas tous les mêmes privilèges. Puis, au-delà de ça aussi, c'est comme si, en tant que fait qu'on a... Je vais revenir à mon pensée. Donc, on n'a pas tous les mêmes outils puis les ressources. Oui, je vais revenir à ça. Ouais, exactement. On n'a pas le temps, on n'a pas non plus le temps d'être vulnérable. On est très pressurisé. Les dernières années ont été jalonnées de ruptures sociales qui nous ont divisés, polarisés. On vit une crise climatique, une guerre dans le monde qu'on peut assister avec des images super graphiques en direct. C'est anxiogène, on vit de l'impuissance. On est vraiment pressurisé, donc c'est difficile d'être vulnérable lorsqu'on est pressurisé comme ça. Mais il y a aussi le fait que quand on se voit un petit 2 heures à chaque 6 mois, on fait le tour de notre vie. On a tout le temps d'aller en profondeur, réellement. Tu sais, cette intimité-là qui fait en sorte que l'amitié peut devenir vraiment précieuse et significative dans notre vie, est-ce qu'on prend le temps de la creuser puis de l'entretenir, tu sais? Oui, de se rendre jusque-là dans notre amitié. Oui. Tu sais, est-ce que c'est vraiment volontaire qu'on relaisse ça au dernier plan? Je pense pas. Peut-être qu'il y a une espèce de pensée que... il y a une théorie, j'oublie le nom, mais il y a une théorie qui dit que... à la fin de la vie des gens, vers notre fin de vie, en fait, on va commencer à avoir un sentiment d'urgence de revenir aux choses signifiantes, principalement les relations. C'est comme si on passe notre vie un peu à courir. Pourquoi on ne les vit pas maintenant, ces choses signifiantes-là? Mais tu sais, c'est justement pourquoi on ne prend pas le temps? Pourquoi on ne prend pas l'énergie? Pourquoi nos meilleures heures de la journée sont consacrées au travail, sont consacrées à faire autre chose? Mais c'est pas juste de notre ressort à nous. Pour moi, la nuance est importante. Est-ce que c'est vraiment nous qui ne fait pas place aux amitiés? Peut-être, mais en même temps, il y a quelque chose de plus grand que nous. Ouais. C'est pas valorisé comme relation. Et pourtant... Oui, bien, t'en parlais déjà d'entrée de jeu, de se dire, bien, l'amitié, c'est pas quelque chose qui est... je vais mettre des gros guillemets, productif, là, tu sais, ça rapporte rien, mis à part que si on va consommer quelque chose dans un restaurant, alors on participe à l'économie, mais dans le sens comme, c'est vrai que ça produit pas quelque chose de concret, fait qu'on a peut-être de la misère à placer ça dans nos vies, puis ça, on se fait pas, c'est pas valorisé, tu sais, si tu me dis un mardi, je vais aller passer du temps avec mon ami un petit mardi matin au lieu de travailler, comme, ben, il y a quelque chose pour moi qui sonne un peu, ben, je devrais pas être en train de faire ça. Je suis en train de faire l'école buissonnière de la vie de travailleuse, là, tu sais. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette affaire-là où on n'est pas amené à... Puis il y a pas c'est quoi les espaces d'amitié? Comment... Tu sais, puis là, tu parles aussi, est-ce que la chercheuse dans ton livre qui dit, ben, est-ce que ça devrait être quelque chose de l'ordre gouvernemental, de comme s'assurer que tout le monde a des amis? Mais je veux dire... ça se fait pas, là. On peut pas dire, voici, on t'assigne cet ami-là parce que toi, tu souffres de solitude. Non, c'est comme, ben non, il n'y a pas de politique de bien-être amical, là, mettons. Oui, mais il y a des outils, des ressources qu'on peut mettre en place. Tu sais, les ressources, c'est le temps. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de temps? Puis les outils, là, je vais faire une hyperbole, là, mais à l'école, on nous apprend la théorie Pythagore, mais on n'apprend pas la communication non violente. Pour moi, c'est des... moi, c'est la base. Là. Je suis comme, notre vie va se dérouler selon notre capacité à communiquer avec les autres et on n'apprend pas ça à l'école. Non. Puis on est très dans le rationnel et le contrôle. Ouais. On apprend la rhétorique. On apprend à démontrer qu'on a raison, même à convaincre l'autre qu'on a raison. Mais on n'apprend pas à écouter activement l'autre pour le comprendre puis l'accueillir dans sa différence. Puis ce que j'ai réalisé souvent, c'est que dans des conversations qui sont un peu animées, c'est comme si la finalité avait plus d'importance que le processus. Oui, mais c'est parce qu'on a appris à défendre nos idées. C'est ça. Puis à gagner un débat. c'est ça qu'on a appris à faire. Ouais, même avec mes amis, des fois, je me dis, hey, faudrait, à la fin, moi, je veux le convaincre que j'ai raison, puis il faut que soit d'accord avec moi. Mais non, le but d'une conversation, c'est de se comprendre, c'est d'apprendre plus sur l'autre, d'où est-ce que cette personne-là vient. Puis ça, c'est pas des choses qu'on met de l'avant, même dans le système d'éducation. On n'éduque pas aux émotions, on n'éduque pas à comment entrer en contact avec l'autre, comment
à oser être vulnérable, à faire preuve d'empathie. C'est pas des choses qui s'enseignent, c'est des choses qui se démontrent, là, mais il y a quand même quelque chose là, que tu vois que c'est des choix de société. Quand que je dis qu'on n'a pas les outils, les ressources, on pourrait les mettre en place. Ça. Est-ce qu'on a aussi... C'est tellement sous-financé et dévalorisé les lieux publics de rencontre. Ouais. Tu sais, puis pourtant, c'est des filets sociaux pour bien des gens, ces espaces-là pour se rassembler. Et pourtant, c'est pas encouragé. Puis... Je pense juste à... J'avais remarqué ça quand j'étais ado, puis j'avais commencé à voyager. J'étais allée en Amérique latine, puis je voyais les places publiques. Puis j'étais comme, il n'y en a pas beaucoup au Québec, des places publiques. Ça se développe là, tranquillement, mais justement, des espaces comme ça où tu n'as pas besoin de débourser de l'argent pour exister, là, tu sais, à l'extérieur de chez toi, avec les autres. Oui, exactement. Ouais. Puis... moi, je fais des liens directs avec l'urbanisme aussi. Là, on érige des villes de solitude, des vies aussi. On est beaucoup en solo dans notre voiture. Oui, j'avais remarqué ça aussi, puis j'avais entendu un urbaniste parler de ça. Tu sais, juste les balcons. Tu sais, avant, je sais pas, il y avait comme quelque chose dans la manière dont on organisait les villes, les quartiers, que le balcon en avant, c'était comme une place où on allait chiller. Là, ça créait des possibilités de rencontres de genre « Bonjour, madame la voisine ». Puis là, on discute, puis tu sais, les liens sociaux se créent naturellement, mais là, on a tout déménagé ça dans les cours arrière. Puis je parle de la banlieue, mais tu sais, même à Montréal, mais quoi qu'il y a les ruelles, mais tu sais, de tout déménager ça dans un espace caché en arrière où on veut avoir la paix, puis tu sais, ériger des arbustes contre le regard des autres. Oui. On fonctionne d'une toute autre façon maintenant. Fait que bonne chance de créer des liens dans ta cour arrière fermée. Là, mais oui, définitivement. Les opportunités de rencontre sont pas là. Puis, mais tu sais, il faut le dire qu'il y a certaines personnes qui gagnent à ça. Parce que je vais commencer avec une étude qui a été faite aux États-Unis qui ont exploré un petit peu le niveau de solitude des personnes puis des liens avec la polarisation. Ils ont demandé à plusieurs personnes à quoi ça ressemblait leur vie, leurs amitiés, est-ce qu'il y avait des personnes sur qui elles pouvaient compter dans leur vie. Et la très, très grande majorité des personnes qui disaient n'avoir personne sur qui compter, personne vers qui se tourner s'ils avaient un problème, c'était des partisans de Donald Trump. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui en dit beaucoup sur aussi, c'est la solitude est associée à beaucoup de pensées de droite, à une diminution de l'ouverture, à une diminution de la tolérance, à plus de polarisation, à plus de radicalité. Ça a tout été dénommé. Il y a vraiment de fermeture. Même dans la pandémie, on s'en est rendu compte qu'il y avait moins d'ouverture, que certains débats sociaux venaient au niveau de l'inclusion, puis tout ça, ils sont revenus sur la place publique, puis ça a fait peur à plusieurs sociologues, entre autres, qui s'intéressaient à la question. Mais est-ce que c'est justement de la solitude puis du fait d'être isolé qu'on développe ce genre d'idées-là de droite, ou c'est le fait d'être dans des idées de droite puis de valoriser le chacun pour soi puis qui fait en sorte que finalement on se ramasse avec pas vraiment de lien aux autres? Ouais, un nourrit l'autre sans doute, je pense. Puis c'est pas comme si c'était nouveau comme constat, là. Ouais. Tu dis ça puis c'est comme ah ben bien sûr, c'est pas très surprenant. Je vais remonter plus loin, il y a un Bowling Alone, ça a été un ouvrage qui a été fait par un sociologue, en fait, c'est une étude il est parti du constat qu'avant les lignes de bowling, c'était un endroit où les gens se réunissaient. Tous les samedis, les gens venaient jouer au bowling ensemble. Il a réalisé, voyons, les gens ne jouent plus dans les ligues. Les gens ne sont plus au rendez-vous. Pourquoi? Il s'est mis à faire des milliers de rencontres, des milliers d'entrevues pour réaliser que les gens ne parlaient moins à leurs voisins, étaient moins impliqués dans la communauté, avaient moins d'amis, avaient moins de filets sociaux. Donc, tout ça, ça fait longtemps. Ça, c'est dans les années 90 là, qu'on a noté une diminution du capital social. Ça, le capital social, c'est comme le capital financier, là, mais avec les relations. C'est les relations que tu entretiens, ça te confère certains privilèges. Bon, donc c'est comme de voir le fait d'avoir des relations, ça a des avantages concrets. Bon. Puis là, c'est comme si plus on avance... je connais un tel, mon voisin médecin, il va pouvoir te prendre, tu sais, peu importe. Ouais. Exactement. Puis là, c'est comme si maintenant, on ne voyait plus l'intérêt d'avoir des relations. Pour ceux qui sont dans cette pensée-là, il n'y a plus de capital social tant que ça. On est capable de se débrouiller tout seul. C'est même valorisé de se débrouiller tout seul. Donc, depuis les années 90, ça a été dénoté une baisse drastique de capital social, de personnes qui s'impliquaient dans leur communauté, pas juste dans leur vie familiale, vie amicale, mais vraiment dans la communauté, dans leur vie citoyenne. L'engagement citoyen est affecté. Les gens votent moins. Ça affecte la démocratie, la solitude. Et si je remonte encore avant ça, Andréane Cormier, la chercheuse que je vous parlais tout à l'heure, qui étudie en fait le rôle de l'État pour nous offrir les ressources et les outils pour entrer en relation, elle me parlait de l'origine du totalitarisme là, d'Hannah Arendt, qui disait que même dans ce temps-là, on disait c'était comme que si jamais on veut
isoler les gens ou créer la polarisation de la radicalisation. Il fallait juste couper les lieux de rencontre, couper les liens entre les gens. T'sais, ça a tout le temps été ça, un petit peu l'outil. Mm-hmm. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on le sait, qu'on a ces constats-là, qu'on sait que la solitude impacte la démocratie à un niveau quand même assez important. Mais ça bénéficie à qui? On peut se poser la question ouverte. Oui, poser la question. Vous pouvez remplir cet espace de réponse selon vos allégeances, puis vous pouvez lire entre les lignes de ce qu'on est en train de dire. Dans ton livre, tu parles, puis je t'ai vu publier sur les réseaux sociaux à propos du concept de la résonance. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler de cette manière-là, puis c'est quoi la résonance, mettons, pour toi? Je trouve que, je sais pas, pour moi, on dirait que c'est comme, je me suis écrit ce petit mot-là là, sur un post-it, puis je me suis juste dit, OK, je vais observer ça en moi. C'est quoi les moments de résonance? C'est quoi la résonance? Pour toi, je trouve que on peut glisser vers ça, là. Oui, bon. Mais premièrement, c'est un concept qui ne m'appartient pas. OK, je pensais que tu l'avais inventé, là. J'étais genre, wow, non, c'est génial. Un concept de philosophie d'un philosophe qui s'appelle Armut Rosa, qui a écrit un livre, d'ailleurs, qui a gagné des prix en philosophie pour son concept de la résonance. La résonance, c'est un état de vulnérabilité et d'ouverture entière à te laisser transformer par les autres et par l'environnement. On peut penser à un enfant. Les enfants sont souvent en posture de résonance naturellement. Ils sont ouverts au monde, puis à apprendre, puis à en prendre, puis à justement se laisser transformer. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment ça. Oui, bien, souvent, ils arrivent dans des espaces publics, puis là, bon, ils sont pas gênés d'aller voir une autre personne. Oui. Il y a cette ouverture-là, cette posture-là. Oui, avec les gens, avec l'environnement. Puis ça peut être autant... j'ai rencontré Laurie dans le livre qui me disait... ça peut autant d'être... d'observer la pleine lune, d'être émerveillé, puis tu vis quelque chose. Autant que ça peut être d'entendre une chanson. T'sais, moi, je l'ai vécu hier. Il y a comme une série de chansons qui est passée à la radio dans ma voiture, puis j'étais comme dans un état de « wow », il se passait de quoi dans mon corps? C'est comme si tout était possible, la lumière s'étendait partout, j'étais tellement juste heureuse, puis j'avais envie, j'étais comme motivée, énergisée. C'est comme être réceptif, peut-être? Comme oui, c'est un état de réceptivité? C'est vraiment un état de réceptivité, lui dit de vulnérabilité. Donc, la résonance, c'est difficile à expliquer en peu de mots, mais en gros, c'est vraiment juste un état dans lequel tu es ouvert aux autres et à ton environnement. Bon. Puis moi, j'ai fait beaucoup de liens avec ça, justement, quand je dis avons-nous le temps d'être vulnérable? On peut-tu l'être dans la société? T'sais? Est-ce qu'on a cet espace-là pour créer une intimité? Je ne sais pas. Parce que aussi, ce qui se passe dans une époque où on dit qu'on est à quelques milliards de dollars près d'aller dans l'espace, où est-ce que chaque information est disponible en un clic sur notre cellulaire, c'est comme si, justement, tout était possible. Puis, incluant les moments de résonance. Les gens veulent raisonner sur commande. On est tellement en contrôle. Puis le contrôle, c'est le contraire de la vulnérabilité. Fait qu'on est tellement en contrôle qu'on veut contrôler nos moments de résonance. On va aller dans des retraites de yoga un week-end. On va essayer d'aller dans un chalet avec des amis puis espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe de transformateur. Mais on peut pas vivre des moments de vulnérabilité intenses en étant autant dans le contrôle. C'est pas disponible sur demande. Puis cette résonance-là, il faut être en posture de ça, mais elle n'est pas accessible à tout le monde. Fait qu'évidemment qu'il y a plein de liens à faire avec les privilèges et des personnes. Moi, en tant que personne blanche, qui se promène sur la rue, j'ai plus de chances de vivre un moment de résonance en admirant le paysage ou en rencontrant des personnes personne qui vit du profilage racial, par exemple, parce qu'il est tout le temps un petit peu sous le stress que quelque chose arrive. Donc, il y a quelque chose de super politique aussi à ça. Mais moi, je faisais vraiment le lien justement de la résonance c'est ça qui nous permet de creuser l'intimité d'une relation, d'entrer en contact puis d'être ouvert à l'autre. Oui, bien, c'est comme si c'est une nouvelle posture dans notre façon d'exister dans la vie. Là. Dans le bouddhisme, on parle un peu de vouloir tellement contrôler. C'est comme si on voulait... On a notre thermostat qu'on est capable de dire, moi, j'aime ça quand il fait 21. Fait que je vais rouler dans ma voiture à 21. Dans ma maison, ça va être à 21. De contrôler l'environnement autour de nous, de se dire, ben là, en ce moment, j'ai envie de ça, puis c'est accessible justement à travers mon téléphone, à travers plein d'affaires. Fait que j'ai un contrôle constamment sur ce que moi, j'aime, sur mes préférences. Puis ça fait en sorte qu'on peut être... moi, je me rends compte, des fois, je suis dans des lieux publics ou à côté de personnes, puis je suis tellement... dans l'immersion de, je sais pas, je suis sur Instagram en train d'avoir une conversation avec une amie, je suis en train de regarder une série, peu importe. Je suis dans je suis avec les autres, mais je suis dans un espace fermé. Je suis trop pas ouverte à remarquer ce qui se passe. Posture qu'on prend peut-être un petit peu plus quand on est en voyage. On est comme, j'ai envie de regarder ce qui se passe autour de moi. Puis c'est pour ça aussi qu'on fait plus de rencontres quand on est en voyage. Puis on est comme, oh, c'est tellement cool, j'ai rencontré Padlo qui vient de telle place. Là, tout d'un coup, ces liens-là sont possibles, mais
de juste regarder comment on existe dans la vie quotidienne, dans cette espèce d'état de fermeture puis de contrôle-là. Moi, justement, de voir le concept de la résonance, j'étais comme, c'est fou. C'est juste, il faut se le rappeler un peu d'être ouvert à ce qui se passe. Mais il faut mettre des choses en place aussi. Vivre plus lentement, s'offrir le temps, avoir l'énergie. Puis, tu sais, prendre le temps. Ça va même jusqu'à... Tu sais, pour être vulnérable à ce point-là, il y a quand même des blessures qu'il faut guérir. Il faut oser être en relation. Tu sais, moi, je trouve que l'amitié, c'est un espace réparateur. Je considère qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se réparer. Guérir de blessures relationnelles, pour moi, ça se passe juste en relation. Fait qu'il y a aussi des fois ça qu'il faut mettre en place puis oser un peu pour être capable plus tard d'être... T'sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un que, on arrive un peu à l'âge adulte avec des attachements un peu tout croche, avec des blessures relationnelles, d'autres ont des traumas et tout ça. C'est difficile là, de pas être... de pas fuir ou de pas s'accrocher justement trop fort. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'il faut... Il faut avoir le temps, l'énergie, mais il faut aussi être disposé émotionnellement à être ouvert comme ça aux autres, tu sais, pas avoir peur de l'autre. Oui, t'en parlais dans le livre, puis j'avais jamais fait le lien parce qu'on en parle de plus en plus justement de la théorie de l'attachement, mais on en parle beaucoup dans la relation parent-enfant, évidemment, parce que c'est là qu'elle se forme, c'est là qu'il se forme l'attachement, puis après ça, comment on fait la transition, puis on transpose ça dans la structure du couple. Puis, bon, l'attachement, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est notre façon avec laquelle on a créé des liens avec notre parent, notre figure d'attachement principale. Puis, à partir de là, bon, est-ce que notre parent a été très présent? Puis, là, on a un attachement sécurisant qui fait qu'on le sait que si on a besoin de quelque chose, notre parent est là. Si, des fois oui, des fois non, on est comme, peut-être un peu plus anxieux par rapport à l'attachement. Puis, il y a l'attachement évitant aussi qui est comme, je suis bien sûre que si je pleure, mon parent sera pas là. Fait que, regarde, je vais m'arranger tout seul. Fait qu'en tout cas, je résume brièvement et de façon très botchée la théorie de l'attachement. Mais de comprendre que ça se vit aussi à travers l'amitié, puis de regarder nos mécanismes avec l'attachement. Puis moi, ça m'a offert un miroir vraiment intéressant de remarquer que ma peur d'être abandonnée puis d'être rejetée, ça se passait aussi dans mes amitiés, dans la manière dont je vivais un peu d'anxiété quand mon ami me répond pas à mon texto pendant 4 jours, puis comment j'ai le désir d'être comme la meilleure amie. Tu sais, comme quand je rentre dans une amitié, je suis comme, je veux être la meilleure amie, puis je suis un peu jalouse que mon ami ait d'autres amis. Puis là, tu fais, ça, c'est vraiment juste lié à moi, mon attachement. Puis c'est ça aussi, c'est ce qui vient rendre les espaces amicaux un petit peu plus, tu sais, plus riches et plus compliqués que ce qu'on veut peut-être s'avouer des fois, tu sais. Oui, définitivement. Puis c'est drôle parce qu'on parle d'attachement sécurisant, puis dans un ouvrage qui s'appelle Platonique, où est-ce qu'on explore justement le rôle de l'attachement dans les amitiés, l'autrice, elle commence d'emblée en disant « La chose qu'ont en commun tous les super amis, c'est un attachement sécurisant. » Puis moi, j'ai écouté beaucoup de choses sur le sujet qui disaient qu'un attachement sécurisant, ça t'a plus d'estime, tu vas plus vers l'autre. C'est comme aussi une réserve d'amour que tu as pour plus tard. Quand tu as un attachement sécurisant, que tu es capable d'être en relation sans avoir peur tout le temps, être anxieux, etc. Tu sais. Puis, tu parles d'un miroir, puis c'est exactement ça. Tu sais, les gens ne comprennent pas que c'est pas... Le patron d'attachement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, ça va déterminer comment tu vas être en relation avec les autres pas mal tout le reste de ta vie. Mais c'est pas nécessairement immuable pour autant. Ça peut se transformer. Autant qu'il peut y avoir des bris relationnels ailleurs qu'entre 0 et 2 ans, où est-ce qu'on dit vraiment le patron d'attachement se développe. Ça peut être vraiment un trauma, une agression, quelque chose de vraiment gros qui arrive, qui va créer un bris relationnel puis qui va affecter ton patron d'attachement. Il y a aussi des choses qui peuvent se réparer. Tu peux avoir des relations dans ta vie qui ne sont pas nécessairement des relations de couple, mais qui sont tellement saines et sécurisantes que tu vas être capable de transposer ça dans d'autres relations. Ça, la psychologue que j'ai rencontrée me l'a dit justement, Elisabeth Camira, qui s'intéresse entre autres aux relations d'amitié. Il y a même, ça a été beaucoup étudié avec la communauté queer. Des personnes qui se sont faites beaucoup rejeter par leur famille, mais qui ont réussi à développer un attachement sécurisant dans des amitiés. Quand même. Donc, les amitiés ont été des espaces réparateurs à ce niveau-là. Fait autant on peut utiliser ça comme miroir pour se comprendre, mais autant aussi on peut utiliser cet espace-là pour évoluer, puis grandir ensemble. Puis c'est un petit peu ce... Je dis pas que c'est le rôle de l'autre de nous réparer, pas du tout, là, mais il y a quand même quelque chose comme je dis, de guérir en étant en relation, de blessures relationnelles, ça fait quand même du sens. On ne guérit pas de blessures relationnelles en étant tout seul, selon moi. Oui. Il y a un autre concept dans le livre
par rapport à tout ça qui est lié à l'idée de la réciprocité, parce que tu parles de comme on est dans un espace pour se réparer, puis ça peut être vraiment un super bel espace, l'amitié, pour justement réparer des attachements, puis des blessures d'attachement. Mais la réciprocité, je pensais, puis j'étais comme, tu sais, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais genre, sais-tu une amitié sur 2 qui est pas réciproque? Ouais. Là, ça, moi, je m'en remets pas. Là. Je suis comme, ça fait peur, hein? Ouais, ben de se dire, ben là, moi, est-ce que je suis dans des amitiés? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont mes amis, puis moi, je leur offre pas sans retour? Là, je me posais ces questions-là, puis de se dire, OK, mais il y a ce problème-là aussi, de justement, vu que, tu sais, en couple, on dirait qu'on se le dit, là. On est comme là, est-ce qu'on est un couple? Mais tu sais, est-ce qu'on se dit ce moment-là? Là, est-ce qu'on est des amis ou des connaissances? Ou est-ce que tu m'utilises pour, comme, avoir du capital social? Tu sais, on dirait qu'on met pas ces choses-là au clair. Fait que là, cette espèce d'affaire-là de flou, de réciprocité, moi, j'étais genre, oh my, qu'est-ce que je fais? Là, je sais pas, je vais partir un tableau Excel pour vérifier que toutes mes relations... Non, mais tu sais, je suis comme, comment on fait ça pour... Tu sais, puis pour... Qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, il y a c'est clairement une dissonance de compréhension de dans quelle relation on est, là, tu sais. Ben, il y a une crainte de se parler aussi. Ouais. Là, on dirait qu'on n'a pas le... Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas le temps d'avoir des relations difficiles ou on a peur. Moi, personnellement, j'ai eu cette réalisation-là. Moi, j'étais la personne tellement compréhensive. Ouais. T'annulais, tu répondais pas présent, les silences s'étiraient, ça me faisait mal, mais je comprenais. Ben oui, la vie, je sais, les enfants, etc., etc. Faut que je choque encore. Ben oui, je comprends. Ben oui, je comprends. Puis j'étais donc compréhensive, j'étais pas rancunière. Oui. Mais je me suis demandé, en écrivant le livre, justement, il y a eu cette réalisation-là, comme, coudonc, est-ce que je fais ça, cette incapacité-là, on dirait de mettre des limites, est-ce que c'est-tu parce que j'ai peur de perdre mes amis? T'sais, si je mettais la limite, si j'osais dire comme, hey, il me semble que on a une conversation difficile à avoir, il manque un peu de réciprocité, il y a quelque chose qui est pas là, est-ce que je perdrais mes amis à mettre des limites? T'sais, on dit souvent que mettre des limites, c'est une façon de garder les gens dans nos vies. On dirait qu'en amitié, on n'est tellement pas habitué à ça que ça fait peur tout de suite, les conversations difficiles où on veut mettre des limites pour mieux être ensemble, pour mieux s'aimer. Ça fait peur. Puis moi, je me suis dit, hey, je pense que je mets pas des limites parce que j'ai peur d'être toute seule. Ouais. On est prêt à accepter beaucoup de choses par crainte d'être tout seul, même si on n'est pas bien, même s'il y a des non-dits. T'sais. Tandis qu'en relation de couple, on dirait que à un moment donné, ces conversations-là sont nécessaires parce qu'on a plus l'impression qu'on bâtit de quoi à long terme. Ouais. Mais l'amitié aussi, c'est des grandes histoires d'amour qui s'étirent longtemps. T'sais. Ou est-ce que c'est parce qu'en couple, on a l'autre d'en face pas mal sur une base quotidienne, fait qu'à un moment donné, notre buffer est usé, tandis qu'en amitié, tu sais, moi, en tout cas, c'est ça m'a offert un gros reflet de lire ça dans le livre, puis là, qu'on en parle maintenant. Tu sais, je réalisais que dans certaines amitiés, je passais l'éponge, puis je nommais pas ces choses-là parce que entre le moment où je vivais cette émotion-là, cette déception, peu importe, puis le moment où je reprenais le fil de l'amitié, tu sais, où on se revoyait, il y avait peut-être, je sais pas moi, des fois 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, peu importe, des fois 4 mois, mais à ce moment-là, tu fais, ben garde, pas grave, là, tu sais, on dirait qu'on prend sur nous, on laisse l'eau couler sous les ponts, puis on se dit, ben regarde, ça va reprendre après, puis c'est pas grave, puis mais en lisant le livre, moi, je me suis vraiment rendu compte que dans certaines amitiés, il y avait des choses que je laissais passer justement par peur de perdre l'autre, puis que j'avais pas nommé ce qui se passait en moi. Puis je me rendais compte que ça aussi, ça contribuait à effriter mon lien d'amitié parce que si je marche sur des œufs dans une relation parce que je veux pas déplaire, si je nomme pas qu'est-ce que je ressens pour vrai à l'autre, ben ça, c'est clairement une blessure d'attachement. Là, tu sais, je suis en train d'en parler, puis je suis comme, ben voilà, en œuvre ta blessure d'attachement. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi dans les amitiés, de se dire, mais si justement, c'est comme un cadeau pour l'autre. Puis là, je l'ai nommé cette semaine à une de mes amies, puis ça a été super difficile de faire, puis je l'ai fait par écrit de façon vraiment awkward parce que j'arrivais pas à m'asseoir dans cet espace-là de conversation avec elle parce que ça faisait des mois que j'y avais pas parlé, puis on se disait, ben, on va se donner des nouvelles. Mais je suis comme, mais moi, mes nouvelles en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à notre amitié dont j'ai envie de parler. Puis, tu sais, mais cet espace-là, on dirait que je le trouvais jamais de quand est-ce que je dis à un ami. Tu sais, comment est-ce qu'on recadre des amitiés? On n'a pas appris ça non plus. Comment est-ce qu'on fait en sorte de s'asseoir puis de se dire, il y a une conversation difficile à avoir. Tu sais, dans un couple, on dirait que c'est comme, ça se passe tout seul. On se tape ses nerfs à cause d'un lave-vaisselle mal rangé. Puis là, c'est comme, et voilà, la porte s'est ouverte pour aborder une question qui est plus profonde. Mais en amitié, c'est comme si ces moments-là n'arrivaient pas tout à fait. Puis ça nous prive, je pense, d'une profondeur des fois dans le lien. Définitivement. Parce que ces conversations-là difficiles, elles sont faites... Ça participe à développer l'intimité, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que quand
Esther Perel en parle beaucoup, là. Elles sont elles qui déterminent... On l'aime, Esther Perel! Mais Esther Perel for president! Oui, je l'adore. Mais c'est elle aussi qui a dit « La qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Donc, on peut pas être plus d'accord. Mais elle parle beaucoup des chicanes. De se chicaner, d'à quel point c'est important. Elle, c'est avec le lien amoureux, mais moi, je transpose ça avec le lien d'amitié. Parce que c'est vrai qu'à chaque chicane, je me sens... Puis que ça se règle, là, je me sens donc bien proche de mon chum après. Je suis comme, OK, il y a de quoi qui s'est passé, là. On a... C'est parce que quand tu te chicanes, tu te réconcilies, là, ce qui se passe, c'est deux personnes qui décident de se dire... Notre priorité, c'est de préserver notre lien. J'ai tout le temps l'impression qu'il y a des égos. En tout cas, moi, dans mon cas, là, ça a vraiment été une révélation. Là, comme aïe, me chicaner, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de préserver le lien d'attachement. Puis là, il y a comme des égos qui s'en vont. Puis là, tu te dis comme, OK, fait que c'est deux personnes qui se choisissent après une chicane. Quand est-ce que deux personnes se choisissent quand ils chicanent? Je sais pas, on dirait que c'est tellement propice à ça, c'est-à-dire comme on choisit encore, on s'écoute, on est curieux à propos de l'autre. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Qu'est-ce qui te dérange? Puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux à l'avenir? Fait que c'est super important. Je dis chicaner, mais tu sais, ça peut être des conversations plus difficiles, justement, de nommer nos insatisfactions. Tu sais, une chicane, c'est pas juste de... J'espère que c'est pas souvent ça, se crier après, mais tu sais, ça peut être vraiment juste une conversation très difficile qu'il y a à avoir. Mais on n'ose pas. Est-ce que c'est parce que chez moi, on se voit tellement pas souvent que c'est pas vrai qu'on va passer les 2 heures qu'on a en 3 mois à chicaner? Ouais. Puis est-ce que... Ou avoir une conversation lourde. Puis c'est comme, mais moi, mes amis, là, c'est pour me divertir. C'est pour la légèreté. C'est pour qu'on ait du fun. Fait qu'on va pas avoir ces affaires, ces conversations-là inconfortables et lourdes. Oui. Si c'est important, la légèreté, je pense que c'est aussi important, justement, de... Tu sais, dans une relation amoureuse, au-delà de chercher une personne avec des atomes crochus, on cherche quelqu'un qui veut la même chose que nous dans la vie. Mais je pense qu'avec nos amis, il y a quelque chose d'un peu pareil. Il faut que les attentes soient les mêmes. Puis, il y a des balances dans les amitiés. Il y a des études à propos de ça, dans les liens, d'à quel point quelqu'un donne ou reçoit, si la personne qui va être là, aider, qui va en avoir besoin, etc. C'est censé être une espèce de balance, là, que c'est chacun son tour, un peu, là, un step up, l'autre step up. Puis souvent, ce déséquilibre-là, il est grand, ce qui fait qu'il y a beaucoup... Dans les amitiés, Elisabeth Cameron, c'est une psychologue qui traite beaucoup les amitiés, puis elle dit que ce qu'elle voit le plus dans son bureau, c'est la fatigue de compassion en amitié. C'est d'être toujours là pour l'autre, de l'écouter, puis des fois, c'est trop. Au-delà du fait qu'on n'est pas tous des psychologues, on n'a pas les qualifications pour, puis on veut bien être dans l'écoute, puis la compréhension, puis le non-jugement, mais des fois, c'est trop. Puis cette fatigue de compassion-là est très, très présente. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup... moi aussi, juste quand je faisais l'inventaire de mes amitiés, puis de réaliser qu'il y avait certaines personnes pour qui j'étais l'espèce d'endroit où déverser son trop-plein. Puis c'est vrai que c'est un peu ça, l'espace. Puis des fois, ça devient ça aussi, notre relation de couple, l'espace où tu vas ventiler ce qui marche pas, tu vas parler de ton histoire d'amour, de ton couple, justement, ce qui est plus difficile à tes amis. Puis finalement, il y a cette affaire-là aussi où je pense qu'on n'a pas les outils ou comme on sait pas comment mettre nos limites ou comment même, justement, écouter puis comment est-ce qu'on cadre ça, cette espèce de forme de relation-là, parce que c'est ça qu'on attend un peu de nos amis, qui puissent nous prêter une oreille, une certaine écoute. Mais là, c'est comme, mais jusqu'où? Parce que moi, j'en ai vécu des appels téléphoniques. J'étais dans ma voiture, puis j'étais comme, coudonc, je parle au téléphone, puis je parle pas au téléphone, j'écoute au téléphone, puis je reçois l'autre, puis après ça, c'est comme, c'était le fun de te parler, bye. Puis là, je suis comme, bon, OK. Wow, ouais, ça arrive, tu sais, il y a quand même ça, puis j'ai peut-être fait ça aussi dans ma vie, dans la vingtaine, puis c'est quand même des choses c'est ça, c'est que c'est tellement pas cadré, l'amitié, qu'on dirait qu'on sait pas comment interagir avec tout ça. Oui, puis comment tu reçois ça aussi? Tu sais, comment tu reçois qu'une personne est un peu tannée d'être ton punching bag? C'est comment tu dis ça? Oui, puis je l'ai dit tantôt, les limites, on met ça en place pour conserver un lien avec quelqu'un. Mais on reçoit ça, nous, comme si c'était bye. Ouais. Mais c'est pas ça. Les gens qui mettent des limites avec toi, c'est parce qu'elles veulent te garder dans ta vie. Puis les gens qui veulent avoir des conversations difficiles avec toi, il y a personne qui met autant de jus de cœur quelque part pour quelqu'un dont il se crisse. Je vais dire ça de même, là.
personne fait ça. Mm-hmm. Ils vont comme, ça va fade out au noir à la place, puis il y a quelque chose qui va se passer. On va juste se désengager naturellement d'une relation. Ouais. Quelqu'un qui prend le temps et l'énergie dans cette vie si soufflante pour te parler, là, Ouais. elle veut te garder dans ta vie. Ouais, Puis ouais, je pense pour te nommer la vérité. Là. c'est ça. Ouais. Mais mon Dieu, que ça nous fait peur. Fait que clairement, il y a quelque chose... On a tous un attachement un peu, un peu tout croche. Là. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on dirait que c'est très généralisé. Et j'ai parlé à tellement de personnes pour cet essai-là. Puis c'est tellement généralisé, cette crainte-là, justement, d'être seule, qu'on évite ces conversations-là où on reçoit les choses de la mauvaise manière. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est aussi la façon de se parler? Tantôt, on parlait de communication non violente, de parler plus au jeu. Au jeu. J'ai remarqué cela. Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc, il y a tellement de couches à ça, j'ai l'impression, là, justement. Pour vrai, aux gens qui nous écoutent, là, si vous n'êtes pas familier avec la communication non violente, là, allez sur Google. C'est riche, c'est primordial, c'est vital, je pense, pour avoir pour entretenir des relations avec les autres, même dans le cadre du travail, dans le cadre du couple, dans notre parentalité. La communication non violente, ça devrait être genre dans les bases de ce qu'on apprend pour être un humain. Ouais. Là. Puis, tu parles, puis je pense à ça, justement, là. Tu sais, on parlait tout à l'heure du fait que c'est imprégné dans notre ADN, cette peur d'être seule-là. Ouais. Parce que, justement, c'est lié à notre survie. Mais j'ai l'impression que peut-être, justement, quand on entre en état fight or freeze, là, parce que quelqu'un veut avoir une conversation difficile avec nous, c'est parce qu'on a peur d'être tout seul. Ouais. Puis quand on entre dans cet état-là, on n'est pas réceptif. Ben non, on va être en état de défense, on va essayer exactement. de... Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'est pas en état de réceptivité à ce que l'autre essaie de nous communiquer parce qu'on est comme, là, danger. Exactement, Je vais peut-être être abandonnée, oui. je vais peut-être être rejetée. Fait que c'est dur d'être ouvert à la personne puis à ce qu'elle essaie de nous communiquer. Oui, c'est pour ça que je pense que d'écrire, comme tantôt tu disais, moi j'ai écrit à mon ami pour expliquer des choses, je pense que ça peut être une bonne... Ouais. De s'assurer que l'autre personne va lire ça quand elle va avoir l'espace, avoir le temps de décanter. Des fois, c'est moins aussi... c'est comme moins mettre l'autre devant le fait accompli. Il y a le temps des choses qui peuvent se process. Tu sais, quand on est en... Moi, mettons, là, quand j'ai quelque chose à dire à une de mes amies, j'y pense pendant des jours à comment je vais dire ça. Puis l'autre personne, elle peut pas juste recevoir ça puis avoir la même comme éloquence que moi. Il y a tellement d'émotions, nos égos qui rentrent en jeu. Fait que moi, je pense qu'il crée des fois, à cause justement de cet état de stress-là, peut être vraiment une bonne option quand on veut recadrer ou renégocier des paramètres d'amitié. Oui, j'avoue, parce que si toi, ça fait des jours que tu y penses, puis l'autre personne est mise devant le fait accompli, puis elle doit réagir sur l'instant, ça peut être difficile parce qu'il y a plein d'émotions qui se mettent dans le chemin. Puis effectivement, des fois, des petits messages. Peut-être ramenons la correspondance écrite. Envoyons-nous des belles lettres, des relations épistolaires. Là. Oui, bien, on fait beaucoup ça avec le numérique, quand même. Oui, t'as raison. Sauf que c'est l'espèce d'aspect d'être disponible en tout temps qui vient gâcher ces belles relations épistolaires-là. Mm-hmm. Est-ce que toi, à travers ce livre-là, bon, là, on parle de recadrer des amitiés et tout ça, il y a aussi la notion de rupture d'amitié, des fois, qui est nécessaire. Puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que ça fait mal, une rupture d'amitié. Puis je sais pas si toi, t'en as vécu à cause de tout ce processus-là. Ou, tu sais, est-ce que... Comment on vit ça, une rupture d'amitié? Est-ce que c'est normal que ça fasse aussi mal? Puis il y a des ruptures qui sont franches, là, mais je pense que c'est quand même relativement rare de faire « je ne suis plus ton ami ». Tu sais, généralement, on va avoir tendance, comme tu dis, à se désengager progressivement. Puis il y a une espèce de long fade-out, là, de long fondu au noir, puis on se donne de moins en moins de nouvelles. Tu sais, comment on vit ça, des ruptures amicales d'une façon plus saine, disons? Bien, mon constat, moi, ça a été de réaliser qu'on le vit pas. On minimise beaucoup les deuils en amitié. C'est comme si, puis comme si on n'avait pas le temps de pleurer ça. Puis je pense que, tu sais, on est très encore... Tu sais, la norme est encore la monogamie. Donc, quand on perd ou une partenaire amoureux, amoureuse, on perd une personne qui tenait un titre. Tandis que des amis, on en a plusieurs. Fait qu'on dirait que c'est comme si on en perd un, comme si c'était un peu interchangeable. Et pourtant, les amitiés sont tellement importantes dans qui on est. Il y a des personnes qui nous suivent depuis tellement longtemps, qui ont participé à tellement de versions de nous. C'est gros, là, perdre une amitié. Et pourtant, justement, ça fait mal, mais j'ai pas l'impression qu'on se donne le droit de vivre cette douleur-là. Puis, il y a le laboratoire en recherche anthropologique et spirituelle de l'Université de Rimouski, à Québec. Wow, tu viens vraiment de nommer un très long nom de département. Bravo. Bref, j'ai contacté, parce qu'ils ont publié une étude, des résultats d'études en lien avec le deuil. Qui, en gros, le constat principal, c'était que le deuil est censé rapprocher. Et pourtant, ça nous éloigne. Le deuil, c'est quelque chose qui est fait pour être vivre ensemble, pour aller chercher des ressources pour vivre ça, mais pour ça, il faut le vivre.
quand on le vit pas, quand on n'a pas l'espace pour ça, ou quand on a l'impression que la trajectoire de deuil, c'est 5 étapes, puis c'est par ça que tu es censé passer, qu'il n'y a pas d'autres possibilités ou que c'est pas pluriel, ça fait en sorte qu'on a vraiment de la difficulté à accepter puis de passer au travers ça. Donc ça a été mon constat principal, on le vit pas. Fait que pour que ça fasse moins mal, ben il faut se laisser avoir mal. Ce qui peut paraître ironique, contre-productif, mais pour moi, c'est la seule façon de passer au travers, c'est de se laisser traverser par cette douleur-là, puis pas essayer de la vivre à côté, de passer à côté, en fait. Puis il y a une citation, ah là, j'ai oublié le film, c'est un livre, c'est 2 hommes qui vivent une romance en Italie. C'est quoi donc le nom de ce film-là? Oui. En tout cas, quand que son fils vit la peine d'amour à la fin du livre, le père, je pense que tu sais la citation où je m'en vais, là, il dit, cette douleur-là que tu ressens, hold on to it, tu sais. Garde-la en toi parce qu'on passe notre vie à vouloir se défaire rapidement de ce qui nous fait mal, tellement qu'on perd des morceaux de nous. Puis pour moi, c'est ça qui se passe. On veut se détacher vite de ce qui fait mal, fait qu'on on arrache des pages de notre livre très rapidement au lieu de prendre le temps de passer au travers. Alors que d'avoir mal à cause d'une rupture d'amitié, c'est aussi juste représentatif de tout l'amour qu'on a eu pour cette personne-là, de tous les moments qui ont été partagés. Fait que c'est normal que ça fasse vraiment mal. Ça a été quelqu'un qui a été vraiment... C'est une personne très importante dans ta vie. Fait que c'est sûr que... Puis c'est comme de pas honorer l'amitié puis de l'importance de cette relation-là que de vouloir un petit peu tasser le deuil puis minimiser ce que ça représente dans nos vies. Oui, puis moi, j'ai tellement de misère avec les fins. Ouais. Moi, je déteste les fins. Elles me font très peur. Et pourtant, les fins arrivent à tous les jours. C'est correct que les choses aient une fin. Mais on dirait qu'on... Je sais pas pourquoi on veut pas. Il y a aussi... En amitié, spécialement, il y a un principe de file d'attente. Tu sais, des amis qu'on a depuis tellement longtemps qu'on se dit comme, je peux pas terminer cette amitié-là. Elle fait partie de ma vie depuis 20 ans. Il y a Mais chaque amitié qu'on garde dans notre vie, c'est une charge mentale, émotive, c'est de l'énergie. Fait que des fois, il faut avoir ces questionnements-là, puis on garde certaines personnes dans notre vie, des fois, qui nous servent plus nécessairement, puis encore plus avec les réseaux sociaux, parce que, tu sais, il y a un principe qui s'appelle une amitié en dormance. C'est des amitiés qui sont encore dans ta vie, mais que c'est comme une pause, c'est une longue virgule, une longue parenthèse. Mais avec les réseaux sociaux, tu peux tout le temps la réactiver, cette amitié-là, en coup de like, de petits commentaires, de petites réactions à une story. Fait que c'est beaucoup de liens que tu as en même temps, puis tu n'as pas le temps pour tout le monde en même temps, on dirait. Fait que ça aussi, c'est important de savoir que c'est pour ça que les choses ont une fin ou que les choses prennent une pause. C'est correct. Mais j'haïs ça, moi. Puis j'ai vraiment de la misère avec ça. Puis c'est comme si, pour moi, la finalité... j'associe beaucoup la fin de quelque chose comme si ça teintait toute la relation avant. Puis... Parce que ça a été difficile pour moi, justement, à explorer parce que j'ai de la misère. Je fais tout pour que les choses n'arrivent pas à une fin, des fois au détriment de mes propres limites. Donc, c'est pas juste de recevoir un deuil, des fois, mais c'est d'être capable de l'initier parce qu'on aime beaucoup la personne, qu'on a aimé, qu'est-ce que l'autre a eu à apporter dans notre vie. J'ai vécu ça l'année dernière avec une amie, tu sais. Je m'étais rendu compte que c'était plus nécessairement une personne qui était nourrissante dans ma vie. Je voyais qu'on avait des champs d'intérêt qui avaient changé, parce que c'est normal, ça faisait 20 ans ou comme ça faisait plusieurs années qu'il était dans ma vie. Moi, j'ai changé, mon mode de vie a changé, puis on se voyait, mais je sentais plus l'intérêt ou tu sais, puis je trouve ça, j'ai même un malaise à dire ça parce que je suis comme, mais c'est pas transactionnel nécessairement les amitiés, ou tu sais, c'est comme, c'est quoi, qu'est-ce que je me sens presque comme, qu'est-ce que je viens chercher de cette amitié là, il y a quelque chose dans l'utilitaire de l'amitié qui me rend mal à l'aise de le nommer comme ça, mais quand même, tu sais, c'est juste, je me rendais compte que je savais plus trop de quoi y parler, que je me cachais un peu parce que je savais qu'il y avait certaines choses qu'elle jugeait qui, moi, maintenant, étaient importantes dans ma vie. Fait que je me disais, ça, je peux pas en parler quand je suis à sa présence. Bref, en sa présence, je sentais pas que c'était une amitié que j'avais envie de conserver, mais tu sais, quand est-ce que tu dis ça à quelqu'un? Puis comment tu lui dis? Fait que j'ai emprunté la route qu'on fait avec beaucoup de gens. J'ai juste tranquillement, moins initié des choses, moins vite répondu à ses invitations, prétexté d'être occupé. Puis là, tranquille. Mais on n'a jamais dit comme on n'est plus des amis. Puis à un moment donné, j'ai entendu par personne interposée qu'elle était très triste de ça. Puis là, je me disais, mais je rends service à personne que de pas nommer que moi, j'ai envie que ça se termine. Puis ça a été super difficile parce que moi aussi, j'ai de la misère à dire avec les fins puis tout ça. Puis ça a été quelqu'un de majeur dans ma vie, mais juste de dire,
hey, on n'est plus amis, puis je vais t'aimer pour toujours, puis mais on n'est plus amis. Non. Mais c'est super inconfortable, puis je me sentais comme une mauvaise personne. Il y avait cette culpabilité-là de mettre fin, mais tu as raison, ça a occupé un espace mental, puis on continue à entretenir un lien. Tu sais, c'est pas vrai qu'un petit commentaire sur une photo de temps à autre, c'est un lien. C'est pas parce que on fait juste reconnaître l'existence de quelqu'un, puis qu'on entretient quelque chose qui a une valeur, tu sais. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je vois ça comme une passoire, là. C'est comme si ça sort par plein de petits trous. Bien, c'est dur là, de remplir puis d'avoir vraiment une capacité de tenir de l'énergie puis de l'attention pour l'offrir, tu sais, offrir pleinement quelque chose à certaines personnes qui sont choisies. T'es juste éparpillé. Puis ça devient comme... Moi, ça devient anxiogène d'avoir une shitload de textos auxquels je dois répondre parce que j'ai plein de dossiers qui sont ouverts au niveau de l'amitié. Je suis comme, peux-tu en avoir 3, mettons, ou de limiter? Est-ce que je l'ai pas lu dans le livre, ça. Est-ce qu'il y a comme... Parce que est-ce qu'il y a une limite d'amis qu'on peut avoir? Est-ce que, tu sais, c'est quoi... En fait, c'est juste qu'on se demande, mais c'est quoi la pertinence de mettre fin à une relation qui me demande pas grand-chose d'une certaine manière? Tu sais, j'ai pas à être présente à chacune des choses de sa vie. Fait que je peux bien la garder quelque part au loin, là, tu sais, cette personne-là. Fait que, tu sais, comme, c'est quoi l'intérêt de mettre fin? Est-ce que, justement, on doit limiter notre quantité d'amitié? C'est une question interminable, OK? C'était comme une réflexion. En même temps. Bonjour! Oui, c'est moi qui réfléchis à voix haute. Je vais trouver la fin en même temps que je parle. Mais oui, non, en fait, il y a le nombre d'Humber. Oui, c'est ça. Tu peux avoir un maximum, un maximum de 150 relations dans ta vie. Oui. 150? 150. 10 relations étant très intimes, comme 50 connaissances, puis les autres, c'est comme plus que des connaissances. Tu sais, des gens que tu croises un peu partout, mais t'entretiens des relations même avec la personne qui sert ton café à chaque matin, la personne que tu vois à l'arrêt d'autobus, tu sais. Mais avec les réseaux sociaux, ça allait complètement éclater parce que, justement, maintenant, on entretient des relations avec des choses qui ne devraient pas rester en vie, tu sais. Donc, en effet, on a comme plein de relations, puis on se rend pas compte de ce que ça nous coûte à chaque fois, les niveaux d'énergie, répondre à tout le monde, voir un petit peu la vie. Puis il y a quelque chose de le fun quand même de se tenir... Ça élargit notre capital social d'avoir accès à toutes ces personnes-là. Ouais. Mais en même temps, puis ça, c'est pas de moi, là, c'est d'une chercheuse qui a publié là-dessus. Elle disait que c'est comme des amitiés de camp de vacances, des fois. T'étais une personne à ce camp de vacances-là que t'es plus ailleurs, que tu seras plus jamais. Puis on dirait que ça vient... Puis je fais un lien avec la résonance. C'est passé de quoi dans ce camp de vacances-là? Puis t'essaies de recréer ça après dans d'autres contextes, puis ça marche pas, puis ça marchera jamais. C'est arrivé récemment. J'étais dans une retraite de yoga, puis là, je suis dans le groupe chat, puis là, les filles veulent se revoir, puis il y a des jeux au quai, puis moi, je suis comme, mais... Ça a été super pendant la retraite de yoga, mais je sais pas si j'ai le goût d'aller à Repentigny jouer au quai avec nous autres, tu sais. C'est comme... Puis là, je me sens mal, je sens de la culpabilité, mais effectivement, c'est ça. Oui, c'est correct. Tu sais, c'est correct des étoiles filantes dans nos vies, tu sais. Mais, ouais. Puis, tu sais, là, on parle de faire de la place pour nos amitiés, du nombre de Dunbar, de genre, on peut avoir un maximum d'amitiés proches à entretenir et tout ça, mais... Je parlais il y a quelques épisodes dans le podcast des priorités puis des patterns. Puis là, moi, c'est aussi ça, j'essaie de transposer des affaires sur lesquelles je travaillais personnellement sur mes relations d'amitié, de me dire, c'est quoi qu'est-ce qui est une priorité dans ma vie, puis est-ce que l'amitié, c'est une priorité, puis si ça l'est pas, est-ce que ça ne devrait pas le devenir parce qu'on en connaît maintenant tous les bénéfices. Donc, si, suivant cette réflexion-là, je veux mettre l'amitié comme étant une priorité dans ma vie, mais quels sont les patterns que je dois peut-être changer pour... Parce que là, c'est ça, il y a probablement des gens qui nous écoutent qui sont c'est vrai, l'amitié c'est important, tout ça, mais qu'est-ce qu'on change dans nos patterns de vie? Tu sais, comment est-ce qu'on cultive de meilleures amitiés? Comment est-ce qu'on existe ensemble pour peut-être se faire des nouveaux amis? Parce que ça, c'est un gros tabou aussi, là, que je fais face. Des fois, je suis comme, OK, maintenant, j'aimerais ça. Parce que toi aussi, t'es déménagé en Estrie, t'as changé de région. Puis là, oui, il y a les amitiés qui importantes qui subsistent, mais là, tu sais, t'es comme, je vais en faire des nouvelles aussi. Fait comment est-ce que, dans quelle posture je me place pour créer des nouvelles amitiés, pour leur faire de la place? Fait tu sais, comment je change mes priorités et mes patterns pour avoir des révolutionner comme ça, substituer nos amitiés. Hey, c'est une réponse à développement. D'abord, mais il y a souvent un écart, ça a été dénoté, il y a souvent un écart entre ce qu'on veut et ce qu'on fait pour vrai. Ouais. Ça, c'est normal, c'est humain.
Puis, il y a une étude qui a été faite par une entreprise australienne. Fait que c'est un rapport que je dirais qui est plus de type marketing, mais c'est super pertinent quand même pour initier des réflexions. Puis, en gros, ça disait que nous sommes... une amitié, on peut penser que c'est comme un point, une autre, puis il y a une ligne entre les deux, puis c'est ça ton lien. Mais eux, ce qu'ils ont découvert en rencontrant des chercheurs, des chercheuses, c'est qu'une amitié, en fait, c'est plein de petits points de connexion. Puis à chaque fois que tu annules, que tu vois pas la personne, en tout cas, peu importe, à chaque fois qu'il y a comme plus de... les silences s'étirent davantage, tu perds des points de connexion. Fait que ça fait que quand tu la vois, tu as encore moins de choses desquelles parler avec cette personne-là. Tu es moins au courant de ce qui se passe dans sa vie, tu es moins au courant de ce qui l'allume, de ce qui l'interpelle ces jours-ci, de ce qu'elle accomplit. Fait c'est super important d'entretenir ces points de connexion-là. Puis, une des solutions pour ça, c'est... Moi, comment j'ai décrit ça, là, j'aime l'image de rempoter l'amitié. Tu peux prendre une relation puis la mettre quelque part où il y a plus de lumière, où il y a quelque chose qui fait qu'elle puisse croître plus rapidement. Faire un voyage avec des amis, par exemple, ou essayer de s'inscrire à un cours ensemble, décider qu'on va aller faire l'épicerie ensemble des fois ou quoi que ce soit. Puis ça, pour moi, ça a été super révélateur dans la maternité, entre autres. Des fois, on dit il y a vraiment un décalage entre quand on devient mère et nos amis qui ne le sont pas. Puis il faut vraiment que l'autre veuille être dans notre vie puis comprenne. Avec ce rempartage-là, moi, je l'ai vu, là, justement. Est-ce que je peux l'amener dans mon quotidien, cette personne-là, quand je dis de faire l'épicerie et tout ça, venir juste chez moi. Avant, on se voyait dans des 5 à 7. Maintenant, c'est ça. Venir chez nous. Ouais, mais ça peut être autre chose, justement. Puis en plus, rempoter l'amitié, ça permet de créer une culture commune vraiment importante. Ça peut être des gens, des amis qui jouent à Donjons Dragons ensemble. Ils développent une culture commune, des inside jokes, quelque chose qui sont à eux. Puis ça crée des points de connexion. Fait que ça fait comme une constellation, là. Puis c'est super important. Ça peut aussi être des rituels de féminin. Ça peut être n'importe quoi, là. Puis, je parlais de rituels, puis je vais en parler tout de suite. Là. Les rituels, c'est super important. Puis moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai fait comme un rituel. C'est pas comme religieux. J'associais vraiment à la religion. Fait que j'ai contacté une personne qui est une chercheuse experte en créativité rituelle, qui m'a expliqué en fait que les rituels, c'est sociologique, puis c'est relationnel. Les rituels servent à marquer dans le temps avec des personnes un moment précis de ta vie. Dans l'ordinaire, des fois, c'est nécessaire de créer une brèche pour s'arrêter puis imprégner dans notre corps, dans notre cœur. Ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est important. Donc, les rituels, c'est pas obligé d'être... Je sais pas, que moi j'avais l'image des chandelles, là, je sais pas, c'est de l'encens, quelque chose de super spirituel, tu sais, puis oui, c'est le fun, là, mais ça peut juste être un brunch tous les dimanches, ou un chalet annuel, ou, tu sais, faire un recap de l'année en s'écrivant des lettres, quelque chose, tu sais, mais quelque chose que tu fais de façon constante, puis ça va ouvrir une brèche sur le quotidien pour te dire, comme là, on s'arrête, puis on prend le temps de se dire, puis de dire à notre corps, ce qu'on vit là, c'est important, puis ta présence dans ma vie, elle est importante. Puis les rituels, je peux penser, là, un baby shower, par exemple, c'est un rituel. C'est associé beaucoup au consumérisme en ce moment, là, mais le principe de base d'un rituel, c'est de célébrer un moment important avec des personnes qu'on aime. L'aspect relationnel est tout le temps là dans le rituel, et en relation d'amitié, on est, je sais pas comment dire, on est ritual free. Là. Il y en a comme pas. On n'instaure pas ça. Il n'y a pas cette culture-là du rituel qui est là. Oui, puis dans le livre, tu parles, parce que là, je viens de t'entendre dire le mot constance. Puis de parler en amitié davantage de constance que de fréquence. Moi, ça m'a vraiment permis de recadrer ça et de faire, c'est vrai, dans le fond, c'est cette affaire-là je ressens peut-être pas le besoin de voir la personne à chaque semaine, mais il y a une certaine constance. Je sais que, je sais pas, une fois par mois, une fois par 2 mois ou à chaque saison, tu sais, on a quelque chose qui est instauré, il y a comme un rituel par rapport à notre amitié, puis ça a quelque chose d'apaisant, puis de rassurant, puis justement qui vient marquer, qui vient comme cristalliser, vraiment juste incarner l'importance que ça a, parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait des fois les relations d'amitié. Oui, puis on a la chance de vivre à une ère où on a les réseaux sociaux. Fait que la fréquence devient pas aussi importante que la constance. Puis on peut utiliser les réseaux sociaux entre nos rendez-vous pour soutenir la relation. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé, là, moi, d'avoir accès au quotidien de mes amis par leurs stories, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est pas banal, là. Ça me donne aussi des points d'entrée de conversation quand je les vois, je suis au courant de ce qui se passe. T'sais, on a la chance d'avoir cet outil-là tellement puissant pour nous aider à entretenir ces amitiés-là. Fait que même si tu vois la personne à chaque saison,
perds pas cette espèce d'impression-là d'être dans son salon, d'être dans sa vie. Puis en plus, ça permet d'avoir des petites conversations rapidement dans le vif du sujet. Tu sais, quand on se voit autour d'un café, on va rarement commencer à entrer dans... C'est beau ton nouveau cadre. C'est ça, mais tu sais, ça va, pas de neuf, mais là, tu sais, moi, souvent, quand quelqu'un répond à une story, c'est en lien direct avec ce que je viens de vivre ou de dire. Fait que la conversation, puis, tu sais, surtout quand on est mère, là, on va se répondre, tu sais, moi, mon amitié se situe entre 2 brassées de lavage, là. Fait que, ouais. Voilà, ça permet cette espèce de conserver ce lien-là quand même, puis de créer des points de connexion. Tu sais, c'est pas à négliger, on a cette chance-là pour soutenir des amitiés. Fait en effet, la fréquence c'est important, mais la constance est vraiment davantage. Ouais. Il y a quelque chose aussi par rapport à la maternité qui m'a vraiment frappée dans le livre, c'est tu parles de... Parce que quand quelqu'un devient parent, puis disons qu'on est la première personne dans notre groupe ou peu importe, puis que nos amitiés, justement, c'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants, qui veulent peut-être pas d'enfants, à ce moment-là, il y a une grosse différence là, entre les réalités respectives. Puis là, des fois, c'est dur d'aller arrimer des amitiés à travers ça, puis on a tendance, culturellement, à prioriser la personne qui devient mère ou qui devient parent, puis de se dire, ben, la personne qui n'a pas d'enfant qui doit adapter sa réalité parce qu'elle, elle comprend pas qu'un enfant, ça doit dormir puis que la routine, c'est important. Fait que comme, arrime-toi puis essaie de venir rentrer dans mon quotidien de parent maintenant. Puis toi, tu dis, ben, c'est aussi la responsabilité des parents de venir s'arrimer à la réalité des gens qui n'ont pas d'enfants. Puis j'étais comme, hey, c'est bien vrai ça aussi. Oui, parce que ça vient dévaloriser un petit peu la vie de l'autre. Ouais. C'est comme, ben toi, c'est moins important parce que t'en as pas d'enfants. Exactement. Tu vas comprendre quand tu vas en avoir des enfants. Oui. Puis il faut aussi se creuse tellement rapidement. Là. Puis même, en fait, moi, quand je suis devenue mère, là, j'avais juste envie de parler de mon bébé. Ouais. J'avais juste envie de parler de tout ce que je découvrais. Hey, la DME, hey, le sommeil. C'est parce que ça devient le centre de ton existence. Mais exactement. Puis moi, j'ai été la première surprise, mais j'avais juste envie d'être mère. Pendant comme un bon 6 mois, là, j'étais collée encore, puis j'avais rien envie de parler d'autre. Et je m'auto un peu jugeais. J'étais comme, puis j'étais la première de mon groupe d'amis à avoir des enfants, là. Je vais être plate. Ils vont me trouver plate. Je suis la fatigante. Oui, c'est ça. Puis je me sentais en décalage. Ouais. Fait autant que à ce moment-là, le fossé s'est creusé, puis j'ai eu besoin de créer des amitiés avec d'autres mères. Parce que je me sentais comme plus dans un safe space, mais peut-être que si j'avais communiqué ça à mes amis, ils m'auraient dit non, tu sais, ton quotidien est aussi important que le nôtre, puis on veut être dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai juste pris pour acquis ce besoin-là d'être avec d'autres mères. C'est comme fait naturellement. Puis je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important. Il y a un non-dit, il y a quelque chose d'instinctif qu'on se comprend entre nous. Oui, ben il y a la sororité, puis après ça, il y a la faudrait inventer un mot là-dessus. Oui, la connivence entre les mères. Ben vraiment. Ouais. C'est un mot que j'utilise parce que c'est exactement ça. Il y a une compréhension instinctive qui se fait, une espèce à travers... Puis, la première année en postpartum, là, je veux dire, comme les hormones qui sont là, le manque de sommeil, le fait que tu te laves les cheveux, je veux dire, à une fréquence élevée. C'est ça. Pas optimal pour ton estime personnelle nécessairement. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui donne une compréhension instinctive qui est tellement importante qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, en effet, elles ne peuvent pas comprendre. Ouais. Mais est-ce que c'est une raison pour rompre l'amitié? Je ne crois pas. Puis ça, c'est essentiel, tu sais, justement, d'amener, quand je disais, oui, faut amener la personne dans notre vie, il faut y faire de la place, même si des fois, on n'a pas envie. Ouais. C'est quelque chose de difficile à dire, là, tu sais, moi, de dire, comme moi, j'ai juste envie d'être avec d'autres mères. Mais il faut faire l'effort d'amener dans notre vie, mais oui, aussi, il faut aussi faire l'effort, des fois, de dire, comme, là, tu sais, je peux passer 1 heure sans parler de mon bébé. Ouais. C'est difficile. Moi, les premiers mois, ça a été vraiment difficile. Mais je pense qu'on gagnerait tout aussi, justement, évidemment, là, que je ne vais pas sortir jusqu'aux petites heures du matin là, avec un bébé qui se réveille à chaque 2 heures. Mais il y a cet effort-là de rester dans la vie de l'autre. Si tu veux que l'autre soit dans ta vie, il faut que tu sois dans la sienne aussi. C'est la notion de réciprocité, encore. Exactement. Ouais. Puis là, tu parles de ton expérience de mère et tout ça. En terminant, là, parce que je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais je sais qu'on parle depuis un bon moment, parce que moi, c'est un sujet qui m'enflamme, je dois dire, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que quand je comprends pas quelque chose, là, ça me dérange, puis je suis comme, il faut qu'on aille au fond des choses. Donc, merci pour ta générosité, mais j'aimerais savoir, en terminant, comme, qu'est-ce qui... Tu sais, si tu repenses à Karine, donc là, c'est tout le temps gossant de parler de soi à la 3e personne, mais Karine, avant l'écriture de ce livre-là, puis
à travers tout le processus et maintenant, la personne que tu es, qu'est-ce que ça a transformé en toi? Qu'est-ce que ça t'a permis de saisir, d'incarner, de réaliser? Qu'est-ce qui s'est transformé en toi par l'écriture de ce livre-là sur l'amitié? Mais de réaliser que les gens ont envie d'être mon ami. Oui, puis je dis souvent ça. Puis moi, je suis vraiment pas. Moi, dans la vie, mon travail, c'est de raconter des histoires. Je méprise vraiment pas le small talk, puis je parle à tout le monde. Puis j'ai toujours vu ça comme. On marche, puis à un moment donné, on creuse. C'est quelque chose d'intéressant, là, puis OK, creusons, trouvons l'art. Puis c'est là que l'intimité se produit. Puis j'aime beaucoup ça, mais il y avait quand même un petit gêne qui se gardait, que j'allais jamais vers l'autre nécessairement de façon très franche et vulnérable. Puis j'ai réalisé, en le faisant plus, après avoir passé à travers ce processus-là d'écriture, et rencontrant plein de monde, qu'on vit tous et toutes la même chose. Puis les gens veulent juste ça, être amis avec les autres. Puis c'est un des conseils principaux que plusieurs experts m'ont donné, c'est de prendre pour acquis que tu vas être aimé. C'est prendre pour acquis que les gens ont envie d'être ton ami. T'es pas tout seul dans cette solitude-là, puis les gens là, veulent juste ça, vivre ensemble puis exister ensemble. C'est ça comme le but. C'est ça. Fait que, voilà. On est aimables, on est d'être aimés, il y a des gens qui veulent être nos amis. Oui, les gens n'ont jamais pas d'espace pour ça. Il y a quelque chose, c'est la chose la plus naturelle qui soit d'être ensemble. C'est quand même. Puis, tu sais, t'en parlais tout à l'heure, j'ai déménagé en Estrie. Puis, j'ai eu un effort conscient à faire pour rencontrer des gens. Puis, j'étais comme, c'est weird. Faire autant d'efforts pour rencontrer des gens, pour tisser des liens, j'avais l'impression que c'était comme un peu. Autant que c'était naturel que c'était contre-naturel, ça devrait se faire tout seul. Puis, c'est cette attente-là que ça devrait se faire tout seul, mais que non. Mais c'est plus difficile que ça, surtout à l'âge adulte. Créer des amitiés à l'âge adulte, c'est tellement difficile, puis il faut être dévoué à vouloir le faire. Puis des fois, j'en parle, puis justement, là, cette peur-là d'exclusion n'est pas là. Je fais comme moi, je suis dans ce processus-là en ce moment parce que oui, j'ai des amitiés très, très fortes, mais il me faut des amitiés de proximité, puis j'ai besoin de ce village-là dans mon nouveau chez moi. Puis j'ai réalisé que même si moi, j'ai quitté la métropole, j'ai quitté Montréal, pour me retrouver dans la forêt, dans les montagnes, près de la piste cyclable, faire du plein air. Et malgré toutes ces choses-là que j'étais venue chercher, que je croyais qu'elle allait me nourrir beaucoup, mais j'ai réalisé que je me sens pas chez moi. Je vais me sentir chez moi, selon moi, quand que je vais avoir des personnes dans ma vie. C'est ce qui me fait sentir chez moi, c'est d'aller prendre une marche en poussette avec ma voisine, beaucoup plus que d'aller monter la montagne en face de chez nous. T'sais. Ouais, ça se tisse tranquillement, puis j'ai vécu ce processus-là. Je pense que moi, ça fait un petit peu plus longtemps que toi que j'ai fait ce move-là de la métropole à la montagne, à la campagne. Et puis, c'était ça au départ aussi. J'avais sous-estimé que c'était important pour moi des amitiés de proximité, puis des gens avec qui c'est comme un peu simple, puis que les circonstances de vie font en sorte qu'on se croise, puis qu'on va partager des petits moments comme ça du quotidien qui ne demandent pas d'être prévus à l'agenda pendant 3 mois à l'avance. Puis, ça me manquait vraiment beaucoup. Et puis ça a demandé des efforts conscients, tu sais, des invitations, puis d'avoir peur d'être peut-être rejeté, puis justement j'ai envie de dire en anglais, comme de lean in dans cette conviction-là que l'autre a envie de connecter aussi, puis qu'on a tout le monde envie de connecter. Puis c'est comme quand quelqu'un ose faire cette espèce d'affaire-là un petit peu inconfortable, de lancer une invitation, de nommer vraiment comme je t'apprécie, j'ai envie qu'on cultive un lien, ça te tente dessus, ben il y a des choses riches qui se passent. Puis moi, là, je suis en train tranquillement de trouver mon village, puis j'ai quelqu'un sur ma rue maintenant, dans la forêt, qui m'invite à aller prendre des marches en après-midi. Genre, là, je suis écœurée de travailler de la maison, parce qu'on va marcher. Puis je suis comme, wow, c'est tellement beau, puis c'est tellement précieux, et c'est tellement nécessaire. C'est comme, on dirait que des fois, il faut que quelque chose sorte de notre vie, que ça nous manque un peu pour réaliser l'importance que ça avait. Puis là, moi, je le réalise aussi, puis je te souhaite de te faire des beaux amis puis des belles amies à Shefford. Oui, pour prendre des belles marches. Ouais. Ben merci énormément. Et avant qu'on pèse sur arrêter d'enregistrer, il y a Québec Amérique qui, par erreur, m'a envoyé un second exemplaire de ton livre. Alors, j'ai le goût de faire un concours, tant qu'à y être, parce que je veux partager ce livre-là extraordinaire. Donc, pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout, c'est comme votre petite récompense. Si vous avez envie de gagner cet exemplaire-là du livre Port d'attache de Karine Côté-Andretti, écrivez un petit commentaire selon la plateforme d'écoute de votre choix. Qu'est-ce qui vous interpelle dans l'amitié? Puis, je vais envoyer un livre à quelqu'un qui nous écoute, qui nous a écouté jusqu'au bout. Merci, Karine. Je souhaite que ce livre-là continue. Il est parti en réimpression. Je lui souhaite plusieurs cycles de réimpression pour que nous, les humains, on réapprenne à être en amitié puis qu'on révolutionne notre façon
de se faire des amis, les garder puis les entretenir. Merci tellement. Merci, Karine. Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.